Avons-nous des questions pour commencer? Oui, monsieur Cissé. Madame, hier j'avais oublié de poser cette question-là. Oui, bonsoir Madame Diop et bienvenue à vous. Bonsoir, professeur, mes respects. Merci. Merci à vous, vous êtes légèrement en retard. Je ne savais pas qu'on devait faire cours aujourd'hui. Heureusement que M. Cissé vient de me donner l'information. Un grand merci à Cissé. Ah, nous terminons aujourd'hui même? Ah, je ne savais même pas, je vous jure, ou bien j'ai dû oublier. Vous avez certainement oublié, parce qu'on s'était dit mardi, mercredi, on termine aujourd'hui, jeudi. Donc, c'est moi qui suis devenue sénile. Bien, merci à vous d'être présente. Merci. Et vous allez écouter les enregistrements par rapport à ce que j'ai dit en premier. Oui, monsieur Cissé, vous avez la parole. Ou c'est plutôt monsieur Badi qui veut poser une question? Voilà, c'était ça. Voilà. Hier, si je vous ai bien entendu, vous avez dit que le leader aurait besoin de 3 éléments. Le leadership. Le leadership, oui. Oui. Aurait besoin de 3 éléments. Et il s'agit de lui-même, ses collaborateurs et la situation. Là, je ne sais pas si c'est correct ou si c'est pas correct. Je voudrais savoir quels sont ces 3 éléments-là. En principe, ça se trouve sur la plateforme et vous devez être en mesure de me les citer même. Ah bon? Ah oui, si, ça se trouve sur la plateforme. Alors, quelles sont les 3 composantes du leadership? Je formule la question comme ça. Oui, monsieur Dossu, vous qui a activé son micro. Oui. Oui, d'accord, j'accepte. Les 3 facteurs, Madame, oui. J'ai trouvé. Oui. C'est bon. Non, répétez ça à votre voix, nous allons l'écouter. Vous avez mis entre parenthèses le leader lui-même, les membres et la situation. Voilà, si. Le leader lui-même, c'est quand on parle du leader lui-même, il s'agit de son style, il s'agit de sa posture, il s'agit de sa personnalité, il s'agit de tout ce dont nous avons, les outils qu'il utilise, les actions qu'il mène en tant que responsable ou bien en tant que chef d'établissement ou bien en tant que leader. Et aussi, nous avons la situation et nous avons les membres ou les suiveurs, mais moi, je préfère le terme collaborateur. Parce que si vous appelez vos collègues collaborateurs, ça veut dire que vous les élevez à la réalisation de la tâche. Mais si vous les considérez comme des suiveurs, là, ça signifie quoi? Ça signifie que vous commandez, ils doivent exécuter. Alors que concernant le style de le leadership dans ses fondements, c'est quelqu'un qui est membre à part entière de l'équipe. Est-ce que j'ai répondu à la question pour vous? Oui, c'est bon, madame. Oui. Monsieur Cissé, ça fait longtemps que vous deviez parler, mais chaque fois, ça s'entrecoupe. Monsieur Cissé est là? Vous pouvez continuer, D'accord. Je cherche l'élément pour que je puisse vous l'envoyer.
comme c'est une photo, je peux tout simplement partager ça directement avec vous. Je prends les photos et ensuite maintenant je le colle tout simplement dans le... Voilà, vous devez l'avoir reçu et vous pouvez partager ça dans le groupe. Ah oui, j'avais capturé ceci aussi. Je vous envoie ça aussi également. Je risque de remplir un peu votre boîte aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez partager ça aussi. Et le dernier, c'est... Regarde, c'est pas bien dans le groupe, hein? Madame Samé, moi je l'ai téléchargé. Voilà, si, mais bon, c'est bien de l'avoir téléchargé, mais comme je les ai déjà préparés pour vous, je vous l'envoie. Voilà. Donc, ça vous permet de... Oui, celui que j'ai eu hier, je ne sais pas si j'ai gardé... Bon, vous allez télécharger le... Et comment je dois dire, la pyramide de Maslow également. Là, je pense que j'ai fermé cette page-là déjà. Bien. Alors. Bonsoir, madame. Bonsoir, oui. Madame, j'ai lu quelque part pour la pyramide de Maslow. J'ai lu quelque part que plus tard, il a ajouté deux autres besoins. Les besoins cognitifs et les besoins esthétiques. Des besoins? Cognitifs et les besoins esthétiques. Esthétiques. Wow. Oui, j'étais dans une... j'ai pas mon bloc-notes. J'ai pas mon bloc-notes avec moi ici. Je pense soit je l'avais laissé au bureau ou pas. Nous avions été dans une séance avec des Rwandais. Et là, la dame a plutôt parlé de 9 besoins, dont les besoins de célébration, les besoins cognitifs et les deux autres, j'oublie. Si, ce sont des besoins élevés qui permettent à la personne de renouer avec elle-même. Donc, ça fait très longtemps que moi, je demande aux familles de célébrer leurs enfants lorsqu'il y a des réussites ou bien les petites fêtes, les petits actes valorisants. Il y en a qui le font, mais il y en a qui continuent à dire que ce sont les effets de Toubab, ce sont les choses de Toubab. Alors que ce n'est pas les choses de Toubab, c'est les choses de l'être humain que nous sommes. C'est les choses de l'être humain que nous sommes. Et en tant qu'être humain, nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de nous ressourcer, nous avons besoin vraiment d'idéaliser nos vies pour aller vers des situations meilleures. Oui, il y a 2 personnes qui ont activé leur micro. Nous nous écoutons.
Donc, c'est un total de 9 besoins à réaliser par l'être humain. Et parmi ceux qui sont élevés, c'est généralement quand certaines personnes ont des situations difficiles, puisque eux, comme ils ont connu le génocide, et qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de douleur. Donc, ils sont dans cette dimension-là de reconstruction. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher très, très, très loin pour vraiment voir tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour vraiment aider la personne à se relever. Je pense que le document dans lequel j'ai pris les notes sont restés au bureau. Si je les trouve, je vais partager avec vous les 9 niveaux de besoins. Ok, d'accord. Oui, merci à vous. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire également? Donc, nous avions noté que le leadership est l'aptitude à assumer, à faire en sorte que les objectifs se réalisent en encourageant et en reconnaissant les contributions des collaborateurs. Il ne suffit pas d'exiger, mais de faire face à des travailleurs plus éduqués et plus conscients. Le leader doit prendre en compte les aspirations de ses collaborateurs, aussi bien que les objectifs de l'entreprise ici, je devais mettre de son institution. De plus, il ne lui suffit pas d'aborder les employés individuellement, mais de pouvoir les aborder en groupe. Donc, il va falloir les aborder individuellement, mais pouvoir les aborder en groupe aussi. J'observe la pause et je reviens. C'est toujours dans la quête de l'équilibre. Je suis d'accord avec s'efforcent au développement. Tendent vers le développement, quoi. Je suis d'accord avec vous et vous venez d'ajouter 5%. Donc, il nous reste 15% à chercher. Oui, Monsieur Mbo? Moi, j'ajouterais qu'il s'agirait aussi d'être utile, l'utilité. L'utilité. Mis à part l'aspect personnel, l'aspect individuel, l'aspect familial, l'utilité par rapport à la société d'une façon globale. Parce que réussir sa vie, c'est également poser, sa pierre à l'édifice de la construction de la société. Je suis d'accord avec vous également et ça fait 5 autres pourcents. Donc, nous sommes actuellement à 90% pour la classe. Donc, il nous reste encore 10%. Je disais tout à l'heure que je peux taire le développement personnel et se concentrer sur le développement professionnel. Parce que c'est la personne qui exerce la profession. Et la profession, c'est le caractère intellectuel du métier. Le tout premier cours, nous avons parlé du métier de l'enseignant, qui est la base, en disant que toute profession a à sa base le métier qui est la dimension apprenante qui doit conduire à l'élévation jusqu'à la réalisation de la profession. Et lorsque nous parlons de développement professionnel, en taisant le développement personnel, c'est que c'est la personne qui fait la profession. Arrivé à un moment donné, vous êtes assimilé à votre profession. Aujourd'hui, dès qu'on vous croise et qu'on vous dit bonjour madame ou bonjour monsieur, on sait que vous êtes enseignant.
Quand vous êtes docteur, quand on vous dit bonjour docteur, bonjour maître, bonjour ins, on sait qu'il est inspecteur, on sait qu'il est maître, il est avocat, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de se développer professionnellement? Bien sûr qu'il faut trouver des équilibres, bien sûr qu'il faut réussir, il faut amener même à ce que la famille réussisse en même temps que l'ensemble, que vous-même aussi. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons le développement économique. Et le développement économique est une composante de l'ensemble des développements généraux de la personne. Quand nous sommes enfants, il y a des types de développement, comme développement physique, développement moteur, développement cognitif, développement sexuel, développement neuronal, développement hormonal. Tout ça là, il y a la liste qui est disponible. J'en ai recensé plus de 50 maintenant, qui fait que vous avez la possibilité, en se développant, ce sont l'ensemble de ces développements, plus l'environnement, plus le contexte, l'environnement, plus les facteurs de cohérence et les différents facteurs qui vous entourent, qui vont vous permettre de grandir. Et au même moment, le développement économique intervient plus tard. Pourquoi? Parce que quand vous êtes enfant, vous n'avez pas besoin de dépenser des sous ou bien de trop dépenser. Et progressivement, déjà quand vous atteignez le cycle moyen, on vous donne l'argent, les parents vous donnent l'argent pour que vous puissiez passer la journée ou bien pour que vous puissiez passer la semaine. Et quand vous arrivez au lycée, là, on vous donne l'argent pour que vous puissiez passer non seulement la semaine, même apprendre parfois même à gérer tout le mois. Et quand vous arrivez à l'université, là, c'est l'État qui s'organise à travers la bourse pour que vous puissiez apprendre à gérer déjà l'argent. Comment dépenser, comment épargner, comment faire la distinction entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui va faire que quand vous allez finir et que vous allez devenir un employé ou bien un collaborateur ou bien un professionnel, votre développement économique aussi va se développer proportionnellement par rapport à votre développement professionnel. Parce que, comme nous le disons hier, l'actualisation de soi, vu que vous évoluez, votre famille évolue, mais j'avais oublié d'abord de dire, à la base, vous étiez seul, ensuite vous êtes devenu à deux, vous vous êtes mariés, vous êtes devenus à deux, ensuite les enfants ont commencé à venir. Donc, du coup, les ressources que vous avez, il va falloir faire augmenter ces ressources, élargir ces ressources, élargir les possibilités. Et c'est ça qui fait que les uns et les autres ont besoin même de quitter certains postes inférieurs pour des postes plus évolués pour pouvoir gagner plus et gagner mieux et prendre en charge à la fois leur famille et se prendre également en charge. Donc, le développement professionnel implique tout ça. Et en termes d'aspiration, un leader doit permettre à ses collaborateurs non seulement d'avoir des aspirations, mais également de rêver. C'est-à-dire arriver à se projeter
à candidater pour d'autres postes plus élevés, à aller vers d'autres horizons qui puissent vraiment les permettre de se sentir valorisés et autres. Donc, il y a tous ces éléments-là qui doivent être pris en compte dans la gestion que le leadership, le leader, en tant que chef d'établissement, doit faire à son niveau. Et en même temps, quand un collègue veut vous quitter pour aller faire autre chose, parfois, ça signifie que vous avez réussi votre mission parce que vous donnez envie aux collaborateurs d'aller expérimenter autre chose. Ça ne doit pas être perçu en termes d'échec. Si pas maintenant, qui va le remplacer? Ou bien vous-même, je dis une petite autre anecdote aussi. Il y avait un établissement où le directeur à l'époque, il devait être admis à la retraite. Il disait qu'il n'y a personne pour le remplacer, il n'y a personne pour le remplacer. Jusqu'à ce que, comme il refusait de partir, le ministère l'a sommé de partir. Et quand il est parti, il y a un autre collègue au niveau de l'établissement que le ministère a nommé à sa place. Et lui, quand il est venu, au tout début, quand il parlait nous. Et puis, arrivé à un moment donné, il a commencé à utiliser le jeu. Je me suis dit tout simplement, ah, il vient de tomber dans le piège de l'ego. Ce n'est pas qu'on ne peut pas ne pas tomber dans le piège de l'ego. L'ego est quelque chose qui est très fort, très prégnant en nous, surtout que l'environnement, tu te vois, tu as une voiture, tu as une indemnité conséquente, tu as ceci, tu as une ligne téléphonique parfois, tu as du carburant aussi. Donc, tu vois même que ton salaire à la fin du mois, tu peux même ne pas l'utiliser, mais tu vis très bien. Il y a certaines personnes qui ont même l'indemnité, non seulement l'indemnité de logement que tout le monde a aujourd'hui, mais eux, ils ont en plus l'indemnité de restauration. C'est-à-dire, à la fin du mois, on vous amène des cartons de vivres pour que vous puissiez vraiment être encore à l'aise. Donc, se développer professionnellement implique tout cela, mais en même temps, on doit être en mesure de s'équilibrer. J'ai bien aimé le mot aussi, de pouvoir s'équilibrer, de pouvoir s'adapter, de pouvoir continuer à donner les mêmes considérations à ses collègues, à ses collaborateurs. D'autant plus que le leadership est un fait psychosocial, c'est-à-dire ça implique à la fois la dimension psychologique, mais aussi la dimension sociale. Si vous êtes un bon leader, c'est les autres qui doivent dire que ah, notre chef d'établissement, il est ceci, il est ceci, il est cela. Et quand vous êtes avec vos collaborateurs, il doit être en mesure vraiment de mieux apprécier le compagnonnage. Et comme nous l'avions déjà dit, vous devez être non seulement facile d'abord, mais vous devez être aimable aussi et vous devez avoir le tact et se laisser approcher. Et l'autre aspect qui est très important, je vais peut-être finir par là. Le leadership, c'est influencer les personnes de façon à ce que ces dernières suivent et s'inscrivent dans la réalisation d'un but commun. C'est ce qui confère à une organisation sa vision et l'aptitude à traduire cette vision en réalité. Si vous êtes un bon leader et que vous influencez positivement vos collaborateurs, le matin pour venir travailler, ils se sentent motivés.
Mais si le matin, pour même sortir du lit, la personne se sent lourde, se sent déprimée, ça veut dire que vous avez raté votre rôle. Et un leader, c'est l'incarnation des atteintes et des objectifs du groupe dans une situation donnée. Et les objectifs, nous les avons tous. Et dès qu'on met en place les objectifs, cela signifie que la vision, elle est claire, les buts sont suffisamment clairs également et que les réalisations doivent être engagées. Et c'est cette dynamique qui doit être construite. Et j'ajouterai tout simplement que tout le monde est né leader, mais il y a différentes façons d'exercer son leadership. Surtout que le sommet est très effilé. Comme je le dis, dans toute institution, il doit y avoir juste un seul directeur, mais il y a des postes tout autour qu'on peut occuper pour pouvoir être dans l'accompagnement, dans la réalisation de l'atteinte des objectifs. Donc, voilà en grosso modo résumé tout ce que nous avons eu à élaborer durant ces derniers jours avant la fête et tout au long de cette semaine, durant ces 3 jours. Avons-nous des questions? Y a-t-il d'autres points qui doivent être perçus dont je n'ai pas fait mention? Donc, dorénavant, vous serez invités à mettre l'accent sur l'importance de la guidance et de la direction qu'apporte le leader, l'importance du support socio-émotionnel que procure le leader et le degré de disponibilité que le suiveur met en jour en prestant une tâche donnée ou en assumant un objectif, une fonction ou un objectif. Madame. Monsieur. Oui, vous dites que le collaborateur en se réveillant doit se sentir comment encore? Il doit se sentir enthousiasmé d'aller travailler. Oui. Il ne doit pas se sentir lourd. D'accord. Et maintenant, s'il se sent lourd, vous insinuez ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il est en train de faire une petite dépression. Mais le problème peut ne pas être lié au rôle du leader, c'est-à-dire au comportement de son supérieur. Oui, nous sommes d'accord aussi. Voilà. Donc, si le collègue ne se sent pas dans ses bottes pour aller travailler, il se pourrait que le problème est chez lui-même et non chez le supérieur hiérarchique. Merci pour la question. Mais généralement, avant que la personne ne se sente lourde, ça signifie quoi? Qu'il y a eu accumulation des petits bobos, comme on le dit, qui fait que, arrivé à un moment donné, vous risquerez même de ne pas le sentir, mais ça pèse sur vous inconsciemment et il arrive le moment où vous craquez. C'est quand vous commencez à avoir du mal à sortir du lit le matin pour aller travailler, ça veut dire que vous êtes en train de commencer à vivre ce que nous appelons l'épuisement professionnel. Et l'épuisement professionnel, généralement, ce n'est pas quelque chose qui se met à nu du jour au lendemain. Qu'est-ce que je vais profiter pour raconter une autre petite anecdote? Il y a une dame qui m'a, enfin, que je suis allée chercher sa collègue
pour un dossier qui n'était pas là. Je pose la question, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? On me dit, elle a raté une marche d'escalier et elle s'est trouvée le pied dans le plâtre. Et elle dit, Madame Sarr, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que nous vivons ici. Et là, elle s'éclate en sanglots. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on aille à mon bureau pour en parler? Elle commence à parler encore plus, à pleurer encore plus fort. Et j'ai tout simplement fermé le bureau. Je lui ai dit, je te laisse. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, je te laisse. Ensuite, quand tu auras retrouvé ton esprit, quand j'ai rappelé l'autre, et tu peux m'appeler comme ça, tu vas venir, nous allons en parler. Je ne l'ai pas eu. Le lendemain, elle-même m'a appelé. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, voilà ce qui m'est arrivé. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? Je dis tout simplement MS. Il dit, elle, c'est beaucoup plus compliqué. Que au moins pour moi, tu es au courant. Elle-même, elle a candidaté pour un poste parce que quand on fait des appels à candidature, parfois, on présente l'appel à candidature à l'interne d'abord et quand on ne trouve pas, on fait l'appel à candidature à l'externe. Elle a fait l'appel à candidature, on ne l'a pas recrutée, mais étant donné que elle est à un poste assez bien, et l'autre, elle n'en souffre pas beaucoup. Elle en souffre bien sûr, mais elle n'en souffre pas beaucoup. Mais l'autre, elle vient de candidater 3 fois pour différents postes et finalement, la dernière fois d'après ce qu'elle m'a dit, c'est un responsable qui lui a dit, toi tu es plutôt belliqueuse, personne ne veut plus de toi, donc tu n'as qu'à rester là où tu es. Vous imaginez un peu? Oui. Quelqu'un qui est là depuis plus de 15 ans, à qui on sert une telle réponse, alors que déjà à ce poste-là qu'elle occupait, elle a commencé à s'ennuyer. Elle commence même à tomber petitement malade et autres. Donc, donc quand des situations comme ça se présentent, c'est difficile à porter. C'est pas seulement la faute du chef d'établissement, parce que elle n'a même pas de relation avec le chef d'établissement, mais elle a des relations avec d'autres directeurs qui sont ses superviseurs immédiats, etc. Mais étant donné que c'est un tout, donc tout le monde voit à peu près comment les uns et les autres se comportent. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Donc, quand ça arrive comme ça, moi, la meilleure chose que je conseille généralement, soit vous avez la possibilité de demander une mise en disponibilité, puisque la mise en disponibilité jusqu'à 6 mois, c'est payant, non? 3 ou 6 mois, c'est payant. Comme ça, vous allez réfléchir, vous allez vous ressourcer, et si vous avez besoin de revenir, et si vous avez besoin d'autre chose, là, vous avez la possibilité vraiment de vous lancer dans autre chose. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui. Bien. Alors, Monsieur Ngom, oui. professeur, donc, d'après tout le résumé que vous avez eu à faire, Oui. j'ai retenu 2 choses essentielles.
pour devenir Oui. un leader, il faut toujours surveiller le comportemental et le relationnel. Oui. Ouais, deux choses qui sont très importantes. Oui, si, ça c'est très important. Il faut non seulement surveiller le mental, le relationnel est important, mais le comportemental aussi est très important. La façon dont vous vous comportez, parce que on dit beaucoup de choses sans utiliser la parole. D'accord. Oui, là aussi c'est très important. Donc, il est très important de faire attention lorsque on doit utiliser certaines les gestes corporels pour vraiment s'exprimer. Professeur? Oui. L'anecdote que vous venez de raconter là, est-ce que le leader ne peut pas en être victime, surtout dans notre société d'aujourd'hui où on sait que les gens sont très réfractaires à tout ce qui est rigueur, à tout ce qui est voilà, énergie dans le travail, respect du travail. Les leaders qui sont le plus souvent dans cette dynamique-là rencontrent beaucoup de difficultés. Et cela crée parfois une sorte de lassitude professionnelle chez ces leaders-là. Donc, qu'adviendra-t-il si le leader se retrouve face à cette situation-là? Wow! Bon, je vais peut-être utiliser un peu de bémol. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de personne intransigeante au-delà de cette capacité personnelle. Bien, maintenant, il y a des gens qui ont vécu sans vraiment être disciplinés, c'est-à-dire ils n'ont pas cette capacité d'autodiscipline. Parce que même en étant enfant ou en étant adolescent ou au jeune âge, on leur a tout permis. Donc, si ces personnes-là se retrouvent dans un milieu ou avec un responsable qui est discipliné, organisé, ordonné, avec des principes, avec même des méthodes directives, il va passer le temps à dire que l'autre n'est pas bon, l'autre est ceci avec moi, l'autre ne m'aime pas, alors que la question n'est pas là. C'est pour ça que tout le temps, je demande aux uns et aux autres d'apprendre à se connaître. Même si vous avez été enfant unique ou si vous avez été un garçon unique, si vous avez été fille unique ou bien, etc., tout ça, la façon dont vous avez grandi, la façon dont vous êtes organisé jusque-là, la façon dont vous a permis d'acquérir certaines choses au-delà de certaines autres choses, vous devez être en mesure, je disais même à un groupe d'étudiants togolais ici la dernière fois, que vous ne savez pas les personnes avec qui vous serez amené à travailler plus tard. Donc, le plus important pour chacun d'entre nous ici, c'est d'apprendre à s'accepter et à accepter l'autre. Arriver à tendre la main à l'autre et ne pas voir que l'autre m'en veut, tout ce que je dis, il rejette tout ce que je fais. Il trouve que c'est pas bon, tout ce que lui fait, c'est ça, il m'impose son point de vue. Non. Mais je suis d'accord que ça relève de l'apprentissage. Et ça vient progressivement, C'est pour ça que je serais même contente si d'aventure les gens soient animés de cette volonté-là d'apprendre avant de se retrouver dans le milieu professionnel quelques principes de base de la vie en communauté ou bien de la vie de groupe ou bien de la vie en équipe
ce serait vraiment une bonne chose. Sauf que ça ne s'apprend pas à l'école et on ne fait plus beaucoup les dynamiques de groupe, mais les dynamiques associatives et autres là sont orientées sur d'autres principes aujourd'hui. Mais j'ai foi que tout ça là, ça pourrait être corrigé et puis avec beaucoup d'amendements personnels, à la fois de la part du leader, mais de la part des collaborateurs aussi. Ils peuvent toujours aller vers des équilibres ou des ententes constructives. Est-ce que j'ai répondu à la question, M. Mbo? Oui, merci, professeur. Merci à vous. Bien, je vais demander, puisque le délégué a été dans les secrets des dieux aujourd'hui, je vais lui demander de partager l'examen dans le groupe. Monsieur Cissé, il est là ou bien? Oui. Je suis là. D'accord. Vous pouvez partager l'examen dans le groupe. Okay. Et moi, je vais profiter pour le... Je l'ai déjà affiché, hein? Je l'ai déjà affiché dans le groupe, bien sûr. Mais là, je vais profiter pour vous présenter ce que je vous donne comme examen de fin de module. C'est juste un petit exercice, hein? D'accord. Ensuite, on va poser des questions. Et oui, vous allez poser des questions et moi aussi, je vais répondre. D'accord. Je vais augmenter un peu le zoom d'abord. C'est dans le groupe, on peut partager ça dans le groupe. Voilà. Oui. 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 Et oui. Mm-hmm. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous et je suis même en train de sourire. Je pense que nous l'avions évoqué une fois et j'avais dit les gros soucis, les gros défis aujourd'hui, c'est comment être un enseignant à gérer des grands groupes, c'est-à-dire des effectifs pléthoriques. C'est ça, toute la dynamique qui fait que parfois il y a, excusez-moi le mot, il y en a qui démissionnent, ou bien ils font juste le minimum de ce qu'ils doivent faire et puis la communauté, nous l'appelons communauté d'apprentissage ou l'apprentissage par le pair ou l'apprentissage collaboratif. Il y a même l'apprentissage coopératif aussi. Ce sont des approches qu'on peut mettre en place. Mais en même temps, quand vous commencez à en parler,
au lieu que les gens puissent vraiment prendre le temps d'écouter et de savoir comment pratiquer ça, ils trouvent que c'est trop complexe. Vous organisez les élèves en groupe de travail et vous leur demandez de désigner un responsable en leur sein eux-mêmes et de vous communiquer le nom du responsable avant la fin de l'heure. Et moi, c'est ce que je fais. Dans mes classes, je crée des groupes où j'ai créé des groupes de 10, ensuite j'ai créé des groupes de 8, j'ai créé des groupes de 3, j'ai créé des groupes de 5. La dernière fois, j'ai créé des groupes de 5 et ensuite j'ai mis 3 groupes de 5 ensemble et j'ai 3 responsables et j'ai dit les 3 responsables sont dans des groupes différents, mais j'ai besoin d'un autre responsable qui doit gérer le grand groupe. Et là, ils savent le faire, mais je dis bien mais. Pourquoi je dis mais? C'est parce que nous ne faisons pas suffisamment confiance pour vraiment donner la possibilité à nos apprenants vraiment de se prendre en charge. C'est tout ce qui nous manque. Je vous avais raconté la fois passée que je suis allée, il y a un collègue qui est en train de faire appel en classe de Master 1. Je lui dis, mais toi qui se glorifie tout le temps que tu n'as pas enseigné à l'élémentaire et voilà que tu as un comportement d'un enseignant de l'élémentaire. Il me dit non, que c'est parce que son cours est important. Je dis non, ton cours n'est pas important, que tous les cours sont importants. Il dit que ses enseignants ont toujours fait comme ça. Je dis non, tu es dans la reproduction. Et je lui ai même dit que ça fait plus de 10 ans que tu enseignes et en 2024, tu utilises ce que tes enseignants qui sont à la retraite aujourd'hui ont fait avec toi. Il me regarde comme ça. Donc, je suis totalement d'avis avec vous que nous devons créer le leadership parmi nos apprenants. S'il y a même le gouvernement scolaire qui est mis en place aussi, mais ça, c'est au niveau établissement. Mais dans chaque classe, il y a un délégué de classe, mais on peut descendre encore à un niveau plus réduit, c'est-à-dire organiser les groupes de travail de manière à ce qu'ils puissent à la fois apprendre par le père. C'est tout à fait possible, mais là, c'est pour ça qu'il revient à l'enseignant de gérer sa classe. Merci pour la contribution. J'espère que vous organisez vos apprenants en groupe. Hein? Parfait. Bien. Le sujet n'est pas le sujet un tout petit peu. C'est même trop facile. Hein? À chaque rentrée scolaire, le chef d'établissement est tenu d'expérimenter plusieurs types de leadership avant de stabiliser celui qui doit l'aider à accompagner son équipe tout au long de l'année. Toutefois, le CE, c'est-à-dire chef d'établissement, a la possibilité d'user de tout son art et aussi du tact pour parfois faire adhérer tous les membres de son équipe et ainsi créer la cohésion et l'équilibre. Le leadership pédagogique, qui souvent suffit dans le contexte scolaire, se révèle insuffisant au regard des différences dans les positions occupées et dans des situations pour recourir à une gestion participative et créer une équipe école. Question.
En dehors du leadership démocratique et serviteur utilisé par le chef d'établissement, quel autre type de leadership pourra-t-il utiliser pour avoir ainsi à réaliser l'atteinte des objectifs, des résultats positifs à l'examen de fin de cycle de son établissement? Vous êtes invité à faire une analyse après avoir présenté d'autres types de leadership pouvant être utilisés suivant votre posture, puisque suivant votre posture, vous allez terminer la fin de la phrase. Il y en a qui sont des responsables et il y en a qui sont des enseignants. C'est seulement au Sénégal qu'on parle d'enseignants clés en main. Donc, vous êtes invité à s'assurer que les examens répondent adéquatement à la question posée et par conséquent de prendre le temps de la réflexion, de l'élaboration et de l'argumentation. L'examen posé en version Word sur la plateforme pour mercredi 24 juillet 2024. Bon examen à toutes et à tous. Excusez-moi. Madame. Oui. Excusez-moi. Si c'est. Ngom. Alors, wow, Oui, Ngom. Wow. Il y a le leadership pédagogique. Oui. Il y a le leadership démocratique et serviteur. Utiliser mieux au singulier et non au pluriel. Hein. C'est fait à dessein. Par le chef d'établissement. Et comme nous avions eu à dire que le leadership est situationnel, malgré qu'il y a le leadership situationnel, donc, mais sur la plateforme, j'ai dit que l'examen doit être produit au moins sur 2 pages. Puisque vous devez expliciter, justifier et utiliser des exemples concrets. Oui, je vous écoute. C'est la dame de Niahar. Oui, là, dans le, je viens de l'afficher sur la plateforme aussi. Et je dis, n'oubliez pas d'utiliser vos connaissances personnelles et professionnelles pour répondre à la question posée, soit comme leader, chef d'établissement, soit comme membre, suiveur, c'est-à-dire enseignant ou enseignante d'une équipe pédagogique scolaire ou équipe école. Comme cela est mentionné dans le libellé. J'ai quand même une ancienne de mes étudiantes de CAS, et le certificat en administration scolaire, qui a réussi, ça fait la 3e année qu'elle est devenue directrice d'établissement, qui a réussi à créer une équipe école. Donc, ça signifie que vous en êtes capable également. Bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, Monsieur Cissé. Oui, c'était à propos des mémoires. Oui, si. Quand est-ce que vous aurez le temps peut-être de revenir un peu sur la méthodologie de rédaction? Bien, là, je vais... Nous allons voir la semaine prochaine si on peut avoir 1 ou 2 séances. Ce serait
Je vais voir entre mardi et jeudi si on peut avoir une séance pour vous permettre. Et je vais vous envoyer aussi le Canva que j'utilise. Là, j'ai corrigé un collègue qui travaille avec moi la dernière fois. Il m'envoie son introduction à lire. Je dis non, 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 non. On ne rédige pas un mémoire en commençant par l'introduction. Ça ne se fait pas. Si vous commencez par l'introduction, ça veut dire que vous êtes dans une dissertation classique. Lorsqu'on commence un mémoire, c'est le chapitre 1, la problématique qu'on commence à écrire. Et on finit d'écrire l'ensemble des chapitres, le chapitre 1, le chapitre 2, cadre théorique, le chapitre 3, méthodologie, le chapitre 4, présentation, analyse des données, le chapitre 5, discussion des résultats. Quand tous ces chapitres-là sont écrits, élaborés, c'est à partir de ça que maintenant vous revenez pour écrire et l'introduction et la conclusion. L'introduction doit énoncer ce qui est réellement dans le travail pour l'introduire et vous allez écrire la conclusion après pour conclure le travail. Et vous avez eu à faire aussi les ressources documentaires. Est-ce que vous avez fait Zotero avec Dr. Mbout? Non, non, non. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas fait de logiciel documentaire. Logiciel documentaire. On a fait SPSS. Comment? On a fait SPSS. SPSS. Non, non, ça, c'est la méthodologie. Voilà. Là, c'est pas avec lui. Là, c'est avec le docteur Touré. Oui, Touré, oui. Oh, oui, si. Là, c'est quand vous allez recueillir vos données. C'est à ce moment-là que vous serez amené à utiliser le SPSS pour analyser vos données. Oui. Dans un premier temps, vous avez besoin de créer la maquette. Bon, moi, je crée ma maquette en Excel et ensuite, je l'importe dans le SPSS. Je ne sais pas comment. Oui. Madame, ce sera un mémoire sur combien de pages? Ah, le mémoire, généralement, c'est... Moi, généralement, je ne donne pas de nombre de pages, mais vous revenez tout le temps avec les nombres de pages. Et généralement, qu'est-ce que je fais? C'est que vous avez par exemple, pour le chapitre 1, vous avez entre 8 et 10 pages. Je parle d'élaboration théorique. Le chapitre 2, également, vous avez entre 8 et 10 pages. Le chapitre 3, méthodologie, vous avez entre 8 et 10 pages. Ça vous fait déjà un total de 24 à 30 pages. Maintenant, le chapitre 4, qui est la présentation et l'analyse des données, là, c'est l'originalité de votre travail que vous devez démontrer. Et ce chapitre doit être proportionnellement égal aux 3 premiers chapitres, parce que vous devez insérer des tableaux, vous devez insérer des graphiques et vous devez commenter les données. Donc déjà, vous êtes autour d'une 60aine de pages et vous avez à écrire la discussion aussi qui est entre 8 et 10 pages. Donc, vous êtes déjà autour de 70 pages à l'an. Et vous avez à écrire une introduction
une bonne introduction, comme le disent les Canadiens, c'est autour de 3 pages. Et une bonne conclusion, comme le disait la dame la dernière fois, c'est entre 4 et 6 pages. Mais moi, je ne vous demande pas tout ça. Je vous présente les choses et vous êtes libre de faire ce que vous pouvez faire. Maintenant, vous avez les pages liminaires, c'est-à-dire la dédicace, les remerciements, sigles et abréviations, liste des tableaux, liste des graphiques, le sommaire, la table des matières, même la bibliographie et les annexes. Vous voyez? Donc, en grosso modo, un mémoire de master, ce que la plupart de nos étudiants présentent en présentiel, c'est autour de 80, 90, voire parfois un peu plus. Parce que c'est un travail d'élaboration théorique. Mais là, c'est la dernière fois, nous en parlons en réunion. Vous êtes un peu en retard, donc je ne sais pas trop comment vous allez faire. Il y a le CESAG, ceux qui ont fait le CESAG. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont fait le CESAG ou vos amis qui ont fait le CESAG. Eux, ils ont limité ça à 60 pages, sans les annexes. Mais aussi, c'est vraiment à vous de voir ce que vous pouvez faire. Parce qu'un mémoire de master, c'est la porte d'entrée au doctorat. Et si vous maîtrisez bien la rédaction au niveau du master, aller en thèse ne vous créera pas de problème. J'ai même actuellement une dame, ça fait 4 ans qu'elle me dit tous les jours que je vais faire ma thèse, je vais faire ma thèse. Je l'avais mis en contact avec un collègue, il est même admis à la retraite. Et il m'a dit que quand il lui a envoyé son projet de thèse, le collègue ne lui est jamais revenu. J'ai dit non, c'est pas possible. Le professeur Ndia, il ne peut pas faire ça. Et je lui ai demandé de m'envoyer son projet de recherche, de thèse, je vais voir. Même un projet d'étude de cas est mieux élaboré que ce qu'elle a eu à faire. Et je lui ai dit, je comprends pourquoi le collègue ne vous a jamais répondu. Parce qu'il s'est dit, il risque de perdre son temps à vous expliquer des choses que vous auriez dû maîtriser depuis des années avant de devenir le voir. Et là, tous les jours, elle me dit que je vais venir vous voir, je vais venir vous voir, et elle n'est jamais venue. Mais moi, madame, il faut nous envoyer votre canevas. Comment? Non, je vais vous envoyer le canevas. Je vais vous l'envoyer. Je vais même l'envoyer tout à l'heure à M. Kahn, puisque vous aimez qu'on vous envoie les choses par WhatsApp. Comme nous sommes encore là, je vous l'envoie par... D'accord. Je vous l'envoie en même temps, comme ça, il va vous le partager avant que nous ne nous séparions. Monsieur Kahn, vous devez l'avoir reçu. Monsieur Cissé. Oui, Cissé.
C'est ça, c'est ça. Oui. Voilà, donc c'est le canevas que j'utilise depuis des années. C'est toujours marqué draft parce qu'on l'a toujours pas. Ça fait bientôt 8 ans que j'utilise ça pour le mémoire. Je disais même là, et actuellement même, je suis la responsable de la formation doctorale. Donc, je disais au directeur la dernière fois, c'est moi-même qui ai choisi d'enseigner la recherche. Et j'aime enseigner la recherche, mais bon. Oui, monsieur. Et vous suivez ce qu'il va vous donner parce que c'est lui qui va évaluer votre travail. Et oui, mais de toutes les façons, certains des collègues ici, ils utilisent cette maquette puisque c'est ça que je présente aux étudiants en présentiel. C'est ça qu'ils suivent et puis, bon,